L'enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. En 1944, le général de Gaulle était l'idole des Français, l'homme qui les avait guidés aux jours sombres de l'occupation. Il semblait qu'aux heures triomphales de la libération, la France lui en serait éternellement reconnaissante. 2 ans plus tard, de Gaulle s'était retiré à Colombey-les-Deux-Églises, écœuré par la médiocrité politicienne. Il n'avait pas libéré la France pour s'occuper du montant de la ration de pain. Confiant, il attendait que ses compatriotes le rappellent au pouvoir. Mais les années passèrent, 12 années, et l'appel ne vint pas. En ce printemps de 1958, avec une France épuisée par la guerre d'Algérie, avec une armée au bord de la révolte, avec une classe politique impuissante, son heure était peut-être venue. طلاب الجزائر نحن للمجد بنان نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنان نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات كم غرقنا في دماء واحترقنا في حماة وعبقنا في سماء بعبير المهاجات نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنان. Aux Champs-Élysées, les vétérans de la guerre d'Algérie manifestent contre les mauvais traitements réservés par les rebelles aux prisonniers français. L'explosion d'une bombe au milieu de la foule transforme la manifestation en émeute. Des vétérans exaspérés se lancent à l'assaut de la police. Avec ces perpétuels changements de gouvernement, la 4e République n'avait plus guère de défenseurs. Les déceptions causées par la situation en Afrique du Nord, les preuves que cette guerre épuisante représente pour la France, pour ses soldats et pour leurs familles, débouchent sur ces affrontements. On compte 5 blessés et une quinzaine d'arrestations. Symptômes du malaise qui ronge la vie politique de la France et dont on se demande si elle guérira un jour. Pour les Algériens, la réponse à cette question était simple. Quand les Français auront quitté notre pays. Mais c'était ne pas tenir compte des réalités. Entre-temps, les populations étaient toujours coincées entre les combattants du FLN, le Front de Libération Nationale, et l'armée française, laquelle jouait un rôle politique de plus en plus grand. Des villages entiers cherchaient refuge au Maroc et en Tunisie. Les généraux s'irritaient du sanctuaire qu'offraient ces 2 pays au FLN et se plaignaient d'attaques depuis des bases situées au-delà des frontières. Ils réclamaient un droit de poursuite. Au début de février 1958, suite à de soi-disant tirs contre un avion d'observation, cela déboucha sur le bombardement de la ville tunisienne de Sakiet. Si les généraux français avaient cru résoudre leurs problèmes par ce bombardement, ce fut une grave erreur. La destruction de cette ville tunisienne attira plus que jamais l'attention internationale sur la guerre d'Algérie. Il y eut 80 morts, dont de nombreux enfants, et plus de 100 blessés. Les Français avaient prétendu que Sakiet était une base du FLN. La presse internationale, immédiatement sur les lieux, n'en trouva aucune trace. La Tunisie porta la question devant les Nations Unies. Les ennemis de la France triomphaient. La Grande-Bretagne et les États-Unis, très embarrassés, s'offrirent comme honnêtes courtiers. Paris accepta, à la fureur des généraux. La destruction d'installations de la Croix-Rouge n'aida pas la thèse française de la provocation. Le ministre de la Défense avait parlé de destruction d'un nid de rebelles et d'assassins et d'actes de légitime défense.
Mais les images de cette école détruite, répandues dans le monde, lui étaient un cruel démenti. Car les bombes étaient tombées pendant les cours et le nombre des enfants tués était élevé. Le réalisateur français René Vauthier tournait alors un documentaire sur le FLN. Il se précipita à sa quête. Son témoignage bouleversa l'opinion. Quand, confrontés à des images de cadavres d'enfants, les généraux persistèrent à parler de provocation, même les amis de la France furent choqués. Les politiciens à Paris prirent leur distance avec les militaires, ce qui rendit ceux-ci encore plus furieux. Dans leur souci d'aider au maximum la cause du FLN, les Tunisiens organisèrent de véritables visites guidées pour les diplomates. Il était évident qu'il serait unanime à condamner l'action de la France. Entre-temps, les bombes non explosées, éparpillées dans la ville, étaient complaisamment exposées. Les diplomates furent aussi conduits au chevet des blessés. L'affaire de Sakiet paraissait avoir anéanti tout espoir de paix, et pourtant, les colons restaient convaincus que la chose était encore possible. Le désordre règne à Alger. Craignant d'être abandonnés par Paris, les colons en appellent à la grève générale. Et c'est par milliers que les Pieds Noirs participent à une manifestation monstre dirigée par le général Salan, chef de l'armée en Algérie. Alger n'était que complot. On complotait pour le retour de De Gaulle, on complotait pour un putsch des généraux. L'attitude de Salan reste équivoque. Restera-t-il loyal au gouvernement désigné par l'Assemblée nationale ou misera-t-il sur De Gaulle? Détient-il vraiment le pouvoir en Algérie ou n'est-il qu'un prête-nom? Salan était le soldat le plus décoré de France, le plus mystérieux aussi. Aux côtés de Salan, celui que l'on considère comme le véritable chef du mouvement, le général Massu, le commandant des parachutistes, l'élite de l'armée en Algérie. Membre du comité de salut public, Massu est le symbole et le porte-parole de la révolte des généraux. Sa présence enflamme l'enthousiasme des colons, obstinément opposés à tout compromis avec les nationalistes arabes. Déçus par les gouvernements qui se sont succédés à Paris, les manifestants se ruent vers le gouvernement général, où leur fureur se donne libre cours. Le drame de la France, un pays théoriquement en paix, n'a plus de limite. Quand le général Massu dit « Je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de bain de sang », il dit la vérité. Trop de rancœur rend vaine une telle promesse. Partout retentit le cri « De Gaulle au pouvoir ». Un cri dont l'écho parvient jusqu'à Paris, où la réponse ne se fait pas attendre. Le président du Conseil, Plimelin, proclame l'état d'urgence. Cependant, en Algérie, tout le monde n'était pas gaulliste.
Pendant la guerre, la plupart des colons avaient opté pour Pétain et le gouvernement pro-allemand de Vichy contre De Gaulle et les Français libres de Londres. De Gaulle ne l'avait pas oublié et tenait en piètre estime les patriotes d'Alger, tout en se servant d'eux dans sa marche vers le pouvoir. Après, ce serait une autre affaire. Les exécutions de prisonniers de guerre par le FLN avaient déchaîné la fureur des généraux. Le télégramme envoyé par Salan à Paris avait déclenché la crise. La formation, le 13 mai, d'un comité de salut public à Alger, ce prélude traditionnel à un changement de régime pour les Français, était un défi à l'autorité du gouvernement de Paris. S'il y avait eu un gouvernement. De fait, il n'y en avait plus depuis tout un mois. L'opinion s'exprimait dans la rue et les cordons de police entourant le palais Bourbon n'arrêtaient pas toujours les manifestants. La manifestation tourne à la bataille rangée. Furieux, les vétérans hurlent « De Gaulle au pouvoir », les députés à la scène. Place de la Concorde, la vague de violence se heurte au CRS. Dans l'hémicycle, après des semaines de tergiversation, les députés votent la confiance à Pierre Pflimlin, président du mouvement républicain populaire. Un vote qui est sans doute la conséquence du putsch des généraux. C'est à une large majorité que les députés approuvent la promesse du gouvernement de défendre la Constitution. Après avoir rencontré le président Coty, M. Pflimlin et ses ministres vont devoir ramener les généraux dans le droit chemin. Il n'y avait pas que les généraux. Tout Alger, en ce mois de mai 58, était en folie. Pieds noirs et musulmans s'agglutinaient autour du gouvernement général. Le 16 mai, 3 jours à peine après le putsch, survint la chose la plus extraordinaire de cette période extraordinaire, ce qu'on a appelé la fraternisation des musulmans. Depuis la fin de la bataille d'Alger, un an auparavant, les relations entre les deux communautés étaient restées tendues. Jusqu'alors, le putsch était l'affaire des Européens. Et voilà que surgissaient des cortèges de musulmans brandissant des calicots favorables à l'armée et à De Gaulle. Les femmes y étaient majoritaires, certaines sans leur voile. Ces cortèges furent accueillis avec enthousiasme. Même si leur présence n'était pas aussi spontanée que les pieds noirs auraient voulu le faire croire, ce fut un des moments les plus émouvants de toute cette guerre. Sans doute, certains furent-ils persuadés de manifester par l'armée, encore influente dans la Casbah. Il n'en reste pas moins vrai que de plus en plus de musulmans étaient fatigués de la guerre et espéraient que De Gaulle y mettrait fin. Algiers is far from calm. Tandis que se décide le sort de la France, l'Algérie vit en état séparé avec son gouvernement le comité de salut public. Qui n'est pas pour ce comité ou pour De Gaulle a intérêt à le taire, car tout le monde en Algérie est gaulliste. Le général Massu reste la clé de voûte du comité, le général Salan restant à la tête de l'armée. Tous deux déclarent vouloir à tout prix éviter la rupture avec Paris et ne voir pour cela que De Gaulle. En attendant, ces deux généraux mènent le jeu. Alors vous savez, dès qu'on agit, on est toujours discuté, surtout à partir des gens qui ne quittent pas leur fauteuil. Alors le groupe rebelle en question, ce fut le comité de salut public du 13 mai, dont j'ai accepté d'assurer la Constitution et la présidence dans la nuit du 13 mai, et sous la pression des événements, et à la demande d'un certain nombre de jeunes gens et qui s'étaient emparés du gouvernement général, donc qui avait commis un premier acte séditieux auquel
les défenseurs du palais lui-même n'avaient pas pu se poser. Qu'est-ce que ces garçons voulaient? Et ce comité de salut public était chargé. D'abord, il comprenait pas seulement des Français d'Algérie, il comprenait aussi des Arabes, il comprenait des Kabyles. C'était donc une émanation de l'ensemble de la population algérienne. Et il me semblait profondément que ces souhaits étaient sains, étaient normaux. Car que voulait-il? Il réclamait à Paris un gouvernement de salut public qui, enfin, soit capable de régler sérieusement le problème algérien. C'était donc tout à fait régulier pour le général chargé du maintien de l'ordre à Alger d'employer le procédé peut-être extraordinaire, mais efficace, que j'ai employé, à savoir la constitution, l'acceptation de la présidence de ce comité. L'arrivée du héros des Pieds Noirs, l'ancien gouverneur général Jacques Soustelle, fait encore monter la fièvre. Évadé de France, malgré les efforts du gouvernement et de sa police, il est venu se joindre au comité de salut public. But he made a cloak and dagger escape from police surveillance, reached Algiers, and joined the Committee of Public Safety. Les cris de ses partisans obligent bientôt M. Soustelle à paraître au balcon. Il y proclame que l'Algérie est plus française que jamais. Nous devons persévérer jusqu'à la victoire. De Gaulle est de cœur avec nous. En Afrique, comme en Europe, la France est à la croisée des chemins. Lequel va-t-elle emprunter? Colombey, les deux églises, un petit village endormi. La crise l'a placé soudain au cœur de l'actualité. Les journalistes s'y bousculent dans l'espoir d'un mot du général de Gaulle. Mais celui-ci reste invisible. Soudain, à l'heure qu'il a choisie, l'homme du moment convoque une conférence de presse à l'hôtel du Quai d'Orsay. À l'intérieur, plus de 600 journalistes et caméramens. Crise succédée aux crises, indéfiniment les mêmes représentants des mêmes partis se répartir, se mélanger dans les mêmes postes ministériels sans qu'il en sorte. Semblait venu à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Et la question qui brûlait les lèvres de tous les hommes de gauche ne put être évitée. Resterait-il un défenseur de la démocratie ou serait-il un nouveau dictateur? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y-ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? À Alger, les événements précédaient de Gaulle. L'arrivée de Soustelle n'avait pas été trop bien accueillie par les généraux qui tenaient à mener le jeu sans qu'un politicien venu de Paris ne s'en mêle. Et la conférence de presse du général de Gaulle n'avait pas rendu Salan et ses compagnons plus heureux. Quant aux Pieds Noirs, la brève référence à l'Algérie les inquiétait. Salan, conscient de ses atouts et les utilisant, faisait courir des bruits d'intervention militaire en France métropolitaine. Le plan Résurrection, parce qu'il faut l'appeler par son nom, a été, dès le lendemain du 13 mai, étudié. Sitôt que nous avons eu le sentiment que les choses pouvaient se dérouler comme nous le pensions et selon les hypothèses qui avaient été mises en place. Je suis heureux qu'on n'ait pas eu à faire et à surtout appliquer ce plan. De Gaulle était d'accord, non pas avant le 13 mai, mais disons que pendant la période du 13 mai, on lui avait dit, on lui avait fait savoir qu'il se pourrait que si les choses tardaient,
compte tenu des probabilités délicates qui pouvaient se faire jour avec le Parti communiste, eh bien, on a envisagé d'envoyer les parachutistes sur Paris. Disons que c'était un élément de protection contre une contre-opération menée par les communistes. Oui, ces plans ont été prévus par moi, en liaison d'ailleurs avec Paris, avec un certain nombre de gens qui avaient les mêmes désirs que nous, à savoir le retour au pouvoir du général de Gaulle. Le général Salan, évidemment, était tout à fait du même avis. Alors j'ai chargé mon état-major, c'était à l'époque le colonel Ducasse, qui était mon chef d'état-major, de préparer dans le détail ces plans, comme ceux d'une opération. Le problème essentiel étant le transport, il était assuré par mes relations, mes liaisons avec l'aviation militaire, dont une partie était tout à fait d'accord, et par une compagnie d'aviation civile dont le soutien m'était tout à fait acquis également. Par conséquent, les plans étaient tout à fait réalisables. Est-ce un hasard? Toujours est-il qu'il accéléra son retour au pouvoir. Alors que la crise tendait à se calmer, l'attention se porta de l'Algérie à un autre territoire français. Sous le signe de la Croix de Lorraine, la Corse à son tour suit l'exemple de l'Algérie et forme son comité de salut public. L'envoyé spécial d'Alger, le général né de cuir Tomaso, reçoit un accueil tumultueux. Ici aussi, on réclame un changement pour la France. Ici aussi, on crie De Gaulle. Constantine, une des principales villes d'Algérie. La foule dans les rues témoigne du même enthousiasme pour le nouveau régime. Ici aussi, on en appelle à l'homme qui, une fois déjà, a conduit la France, Charles de Gaulle. L'Algérie pose ses conditions à la France. Si de Gaulle ne revient pas au pouvoir, le pire est à craindre. Tandis que les Algérois savouraient un grand moment de leur histoire, les Parisiens s'apprêtaient d'heure en heure à voir débarquer les parachutistes. C'est en France que se jouerait la suite de la crise. L'Élysée est témoin du départ de M. Pflimlin et avec lui peut-être du dernier gouvernement de la 4e République. Le président du Conseil s'était déjà vu abandonné par certains ministres. La voie paraît libre pour de Gaulle. Le lendemain, coup de théâtre à l'Élysée. Habile et courageux, le président Coty fait savoir à l'Assemblée nationale qu'il a demandé au général de Gaulle de former le nouveau gouvernement. Seule alternative, selon le président, à une guerre civile. Si l'Assemblée, cédant aux manifestations de l'extrême gauche, devait rejeter de Gaulle, le président Coty démissionnerait. La situation évolue d'heure en heure. L'ancien président Pierre Mendès France reste opposé jusqu'au bout au général de Gaulle. L'argument des adversaires du général est que celui-ci est un fasciste ou qu'il prépare le retour au pouvoir des fascistes. Les gaullistes répliquent que tout dans le passé de Gaulle prouve le contraire. Les socialistes détiennent la clé de la situation. Leur leader, M. Guy Mollet, quitte l'Élysée pour conférer avec le général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Cependant, Paris reste calme. Le Parlement ou le général? Les erreurs des politiciens ou les dangers des généraux? Paris s'interroge, discute, attend, mais ne s'affole pas. Autour du Parlement, les CRS montent la garde. Mais les rues sont calmes,
ils ne devront pas intervenir. But they have nothing to do. Après avoir accepté sa mission de formateur, le général de Gaulle prend congé du président Coty. Le sort de la 4e République semble scellé. À Alger, une foule immense célèbre la victoire de Gaulle, une victoire dont elle se sent responsable. Le général ne perd pas de temps. Sitôt confirmé par l'Assemblée, le gouvernement se met au travail. Parmi ses membres, on reconnaît l'ancien président du Conseil, M. Pflimlin, M. Antoine Pinet, représentant les conservateurs, M. Guy Mollet, chef du Parti socialiste. Tandis que Paris célèbre la naissance de la 5e République, les députés écoutent le nouveau Premier ministre leur réclamer les mesures nécessaires à l'établissement du nouveau régime. Les pleins pouvoirs pour 6 mois et le droit de réformer la Constitution, ce qui lui accorde faute d'alternative. Paris se rallie au général. Cette nuit-là, la capitale paraît comme soulagée d'un grand poids. L'instabilité du régime aura coûté à la France son empire, le respect de l'étranger et son rang de grande puissance. Avec de Gaulle, ces épreuves sont peut-être arrivées à leur terme. La guerre civile était évitée et le changement avait respecté la Constitution. Les Français croyaient en un nouveau départ. Il y a eu un moment de foule énorme qui demandait le départ du gouvernement français. L'armée aurait pu maintenir l'ordre en tirant sur la foule. L'armée ne peut pas le faire. Nous sommes passés avec la foule et avec elle, nous avons demandé le retour au pouvoir du général de Gaulle. L'armée, c'est une grande force. Personne ne pouvait s'opposer à nous quand on a pris cette décision. Mais le général de Gaulle est revenu. Il a été plébiscité par toute la France, dont nous avions raison. Et ceci dit, de Gaulle au pouvoir, les militaires sont rentrés dans le rang. Moi, j'étais colonel. J'ai repris le commandement de mon régiment. Le général Massu commandait la division, il a repris. Un des premiers actes posés par de Gaulle fut, en juin 1958, de visiter Alger. L'accueil fut extatique. Beaucoup parmi les pieds noirs qui avaient participé au putsch du 13 mai croyaient avoir mis de Gaulle dans leur poche, puisqu'il leur devait le pouvoir. Dangereuse illusion. Comme l'a dit un de ses adversaires, chacun à Alger, pendant ces journées enfiévrées de juin 58, était convaincu de détenir un fragment de la vraie croix de Lorraine. Le 4 juin, à 7 h du soir exactement, de Gaulle s'adressa à la foule depuis ce même balcon d'où Salan, Massu et les autres avaient proclamé le putsch du 13 mai. En le présentant, Salan déclara avec passion « Notre grand cri de joie et d'espoir a été entendu ». La foule rugit longuement et les premiers mots que de Gaulle put enfin prononcer furent répétés, pesés et analysés tant que dura la guerre d'Algérie. Je vous ai compris. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Jamais, plus qu'ici, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France! De Gaulle poursuivit en déclarant qu'il n'y avait dorénavant qu'une sorte de citoyen en Algérie, avec les mêmes droits que les Français en France. Ce qui pouvait déboucher sur l'indépendance, si tel était le vote de la majorité des Algériens. Mais bien peu interprétèrent ces paroles dans ce sens.
Il n'avait pas prononcé « Algérie française », ce qui avait frappé certains pieds noirs. Mais dans son dernier discours, au moment de retourner en France, il lâcha pour la première et seule fois les deux mots fameux « Algérie française ». Les pieds noirs étaient rassurés. La tournée fut un succès incontestable, mais elle montra clairement qui était le patron. Le grand avantage de De Gaulle était qu'il n'était en rien compromis par les décisions prises avant lui en Algérie. Son autorité était immense et incontestée. Si quelqu'un parlait pour la France, c'était bien lui. Il fit encore 4 voyages en Algérie cet été et cet automne 58, mais jamais il ne retrouva le triomphe de sa première visite et aucun discours n'eut l'impact du « je vous ai compris ». Ah oui, y avait-il quelque chose de machiavélique dans l'attitude du général de Gaulle? Je pense d'abord que tout diplomate doit savoir qu'on est obligé dans les affaires publiques, et surtout dans des affaires aussi difficiles que l'affaire algérienne, de ne pas toujours tout dire dès le début. Et c'est vrai que de Gaulle n'a probablement pas tout dit dès le début, notamment aux Européens. Mais ce qu'il leur a dit me paraissait tout de même assez clair. Il leur a dit, comme je le rappelais tout à l'heure, que rien ne serait imposé aux musulmans d'Algérie. Il leur a dit que puisque eux, Européens, se déclaraient favorables à l'intégration, eh bien, on allait en tout cas rendre les Algériens égaux aux Européens. Et on allait faire quelque chose de politiquement très important, qui est de supprimer ce qu'on appelait les 2 collèges. Autrefois, les Européens votaient d'un côté, les musulmans votaient de l'autre, et ils avaient droit à la même représentation. C'est-à-dire que la voix d'un Européen valait 9 voix de musulmans. De Gaulle, tout de suite, dès le début de juin 1954, quand il est arrivé à Alger, a dit le fameux « je vous ai compris, je vois ce que vous voulez faire, vous voulez l'égalité, eh bien la voilà ». Et la première égalité, je supprime les 2 collèges. Et il a dit ensuite, l'avenir de l'Algérie dépendra des Algériens. Dès lors qu'il disait cela, qu'est-ce que cela signifiait? C'est que c'était la majorité, c'est-à-dire les musulmans d'Algérie, qui, en fin de compte, trancheraient et décideraient du sort de l'Algérie. Je crois que ça n'est pas du tout machiavélique d'avoir dit cela aux Européens. Beaucoup ont prétendu que De Gaulle eut une occasion en or de forcer une solution en Algérie pendant ces journées euphoriques du début juin. Mais c'est supposer qu'il possédait cette solution, qu'il y avait déjà pensé. La vérité est qu'avant juin 1958, De Gaulle n'avait accordé que peu d'intérêt à l'Algérie. Ses véritables intérêts étaient ailleurs. La gloire de la France, ou plutôt le rétablissement de cette gloire, salie par la défaite de 1940. Si une Algérie française pouvait y contribuer, tant mieux. Mais si une Algérie française y mettait obstacle, son choix était clair. En attendant, les pieds noirs se contentaient de leurs illusions. Pour nous, c'était l'espoir. On avait l'impression que militairement, nous avions déjà gagné, si vous voulez, mais politiquement, il fallait gagner la seconde bataille, et on avait l'impression qu'avec le général de Gaulle, on allait gagner la bataille politique. Et nous avons été vite déçus par la suite. Et nous pensions, nous, que le 13 mai 58, qui était un mouvement très généreux, très fraternel, allait permettre de le faire pour instituer une dynamique révolutionnaire d'égalité. Une espèce de nuit du 4 août. Et malheureusement, la suite ne l'a pas permis parce que le général de Gaulle n'a pas pris acte de cette volonté de fraternisation et d'égalitarisme de la part des Français d'Algérie qui avaient participé aux journées de 58. Et finalement, tout est retombé très vite. Le 14 juillet fut pour De Gaulle l'occasion de montrer à la France, comme il l'avait fait en Algérie, qui détenait le pouvoir. Pour lui, la priorité était dorénavant la nouvelle constitution. Elle serait soumise à référendum en septembre et, pour la première fois, les Algériens des 2 sexes, musulmans comme européens, y auraient un droit de vote égal. Ensuite, en novembre, il y aurait des élections pour confirmer sa majorité, suivies en décembre par le choix d'un nouveau président.
Mais les Français devaient être convaincus. Les intérêts de Gaulle dépassaient les frontières, mais il lui fallait d'abord s'assurer d'une bonne base nationale. Place de la République, au cœur du Paris des travailleurs, le général de Gaulle défend la nouvelle Constitution devant 10 000 invités sélectionnés. L'accueil est triomphal. Parmi les auditeurs, et ne marquant qu'un enthousiasme mitigé, le chef du dernier gouvernement de la 4e République, M. Pierre Pflimlin. Non loin de là, une manifestation violente était organisée par le Parti communiste. La foule était estimée à 100 000 personnes. Les communistes furent les opposants les plus acharnés de Gaulle durant la campagne du référendum. Si pas les seuls. Leur penseur, Jean-Paul Sartre, parla de sa constitution du mépris et dit qu'il voterait plutôt pour Dieu car il était plus modeste. Mais la cause était entendue, il était clair que de Gaulle l'emporterait. Les commentaires des actualités ne cherchaient même plus à paraître objectifs. Bordeaux ne cache pas qu'elle apportera un soutien massif à De Gaulle lors du référendum. À l'exception des communistes, tenus à l'écart par la police, la foule réserve au général un accueil inoubliable. À Rennes, l'enthousiasme des Bretons n'est pas moins grand. Tout au long de sa campagne en faveur de la nouvelle Constitution, et malgré des oppositions, les foules furent en faveur du général. Mais c'est à Lille, sa ville natale, que le triomphe de Charles de Gaulle atteint son apogée. Vive la France! All part of his make-up, you know, he was in love with France, see. He was really in love with France. The French, he didn't like so much, really, on the whole. He didn't think that the French often were capable of letting him down, you see, and of course, the French are a great race in a sense, yes, but it was La France. It is a mystical thing which he was in love with, not the individual Frenchman. Paris, comme toute la France, ne pensait plus qu'au référendum. La participation s'éleva à 85%. Il fallait dire oui ou non à la nouvelle Constitution. Même les malades purent voter. On eut très tôt le sentiment que De Gaulle obtiendrait la majorité nécessaire des 2 tiers. On ne voulait plus des erreurs de la 4e République. De fait, la nouvelle Constitution recueillit 80% de oui. Le général votait à Colombey-les-Deux-Églises. Il n'y eut qu'un bulletin non. De Gaulle déclara que ce n'était pas le sien. La défaite des communistes fut générale. En Algérie, où réside le plus grave problème auquel il devra faire face, De Gaulle recueillit 97% des suffrages en sa faveur. Hommes et femmes musulmans votaient séparément. Ici, comme en France, l'autorité du général sera indiscutée et certains ne cachaient pas leur soutien. En novembre, De Gaulle emporta largement la majorité aux élections. La gauche fut décimée, en particulier les communistes. De même, en décembre, l'élection d'un nouveau président était gagnée d'avance et au début janvier 1959, De Gaulle se préparait à succéder au président Coty. Pour tenter de gagner la majorité musulmane en Algérie, de nombreux prisonniers FLN avaient été amnistiés. Le jour de son inauguration, De Gaulle commua toutes les peines de mort prononcées au cours de la bataille d'Alger en peine de prison à vie. Yassef Saadi en bénéficia notamment. 3 mois auparavant, De Gaulle avait offert la paix des braves dont personne n'avait voulu, ni le FLN ni les Pieds Noirs, qui commençaient à se poser des questions à son sujet. Cette opposition abrupte à une première tentative de paix consterna De Gaulle. « 7 mois après son accession au pouvoir,
Si la Ve République était fermement établie, une solution en Algérie paraissait plus éloignée que jamais. Beaucoup avaient le sentiment qu'il avait manqué le coche en ne profitant pas, en juin 1958, de l'énorme popularité dont il jouissait tant parmi les colons que parmi les musulmans. Cette lune de miel ne se reproduirait plus. La cérémonie de passation des pouvoirs, en ce jour de janvier 1959, fut émouvante. Au début de la cérémonie, le général Catroux passe au cou du futur président de la République son ancien compagnon d'armes, le collier d'or de la Légion d'honneur. Le président Coty déclare qu'avec De Gaulle, la France triomphera d'elle-même. La patrie, c'est quand elle était au bord de l'abîme qu'à son tour, elle a fait appel au général De Gaulle. À la fin de son allocution, le nouveau président laisse percer son émotion. Je les demande à présent, où à l'horizon paraît la lumière de nos grandes espérances. Vive la communauté, vive la République, vive la France. Pendant 7 ans, De Gaulle présidera aux destinées de la Ve République. Tous les amis de la France forment des vœux pour ce grand pays et son nouveau président. Pour consolider son pouvoir, De Gaulle avait discrètement purgé l'armée d'Algérie des officiers qui avaient été à l'origine des événements de mai 1958. Le dernier à s'en aller, quelques semaines avant son inauguration, avait été le général Salan lui-même. Il avait été nommé gouverneur militaire de Paris, un poste purement honorifique, une humiliation qu'il ne pardonnerait jamais. Si De Gaulle se permettait de telles mesures, c'est que la situation militaire tournait en faveur des Français. Le FLN était en pleine déconfiture depuis qu'en septembre 1957, bien avant De Gaulle, on avait établi la ligne Maurice. André Maurice était alors ministre de la Défense et son nom allait passer à la postérité comme 20 ans plus tôt celui, infortuné, de son prédécesseur André Maginot. La ligne consistait en un réseau savant de barbelés, de bobby traps, de champs de mines qui s'étendaient le long de la frontière tunisienne et destinés à couper le ravitaillement et les renforts des maquis de l'intérieur. À bout de munitions, manquant d'hommes, ceux-ci seraient amenés à se rendre. Franchir la ligne devint donc l'objectif numéro 1 du FLN, qui se heurtait à une force de 80 000 hommes bien entraînés. Toute tentative de franchissement de cette ligne, longue de 300 km et s'étendant de la mer au Sahara, était immédiatement détectée. Le FLN l'a pris à ses dépens. En 7 mois, il y perdit 6 000 hommes. La nuit, des projecteurs éclairaient le secteur. Les champs de mines étaient particulièrement meurtriers. Coupés des renforts tunisiens, le moral des combattants de l'intérieur se détériorait. Après un sursaut, leurs attaques cessèrent presque entièrement, ce qui permit aux Français d'encore renforcer les effectifs à la frontière. Ces effectifs qui jouissaient du maximum de confort, au contraire des milliers de FLN regroupés en Tunisie. L'armement des Français était abondant. Toute brèche dans la ligne, détectée par radar, était automatiquement arrosée par l'artillerie. La barrière de barbelés, haute de 2,50 m, était, la nuit, parcourue par un courant de 5000 volts. Et la contourner par le sud était vain, la région n'offrant aucune protection contre l'aviation française. La plupart des combats se déroulaient dorénavant dans le secteur de la ligne Maurice. Et l'arrivée au pouvoir de De Gaulle avait coïncidé avec les plus lourdes pertes subies par le FLN
dans ses tentatives de franchissement. Une ligne semblable, mais moins perfectionnée, avait d'ailleurs coupé tout renfort venant du Maroc. Le fait que lorsque des unités adverses étaient levées, on savait quels étaient leurs points de passage, leurs lieux de ravitaillement, que petit à petit, on avait coupé les axes de progression de ces unités, leurs hôpitaux, leurs centres de ravitaillement, bref, les unités étaient prises à la gorge. Et en réalité, il y a eu un renversement. Jusqu'en 1958, le FLN était maître de l'Algérie totalement la nuit, par exemple, et ne s'en est pas aperçu. Et nous, à partir de 1959, nous étions les maîtres de l'Algérie, la nuit, le jour certainement, et la nuit à peu près partout quand même. Les troupes qui gardaient la ligne Maurice ignoraient à quel point la situation de leurs adversaires était grave. Mai 1958 avait pris le FLN par surprise, et dans un premier temps, il s'était montré incapable de réagir. Mais il n'empêche, les soldats français n'en restaient pas moins nerveux. Bougez pas, hein. Bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qui a tiré, là? Qu'est-ce qui a tiré? C'est que ce merdier, là. Vous avez vu quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez vu? Où est-ce qu'ils sont, là? Derrière cet arbre? Hein? C'est cette merde, là. Vous les avez vus derrière l'arbre? J'ai pas bougé. Jamais le FLN ne relâcha sa pression. Il ne fallait pas que les Français soupçonnent les dissensions qui régnaient en son sein, en particulier les récriminations des maquis de l'intérieur contre le manque de soutien des forces de l'extérieur. Récriminations qui n'iraient qu'en s'amplifiant jusqu'à la fin de la guerre. Le FLN ne pourrait jamais égaler la puissance militaire de la France. Sa force résidait dans sa diplomatie. En 1959, le caméraman indépendant Herb Greer accompagna le FLN dans une opération partie de Tunisie. About half of Tunisia was occupied by the Algerian army. They had training camps. They had organized excursions into Algeria itself around the bottom end of the Maurice line. It was highly organized. And they had a political organization as well being set up with people who were sophisticated, who were not by any means peasants, highly educated people, very capable and experienced individuals, with a military hierarchy that was well organized along traditional military lines. The people outside Algeria were away from the influence of French administration. They were in friendly Arab countries like Morocco and Tunisia primarily, so that they had space and time to organize themselves, create training camps, create a political structure, highly sophisticated, and were the type of thing which you needed to rule a country. Inside Algeria, because of the nature of the situation there, they were working inside a French administration which had commanded an enormous military apparatus and was pushing them all the time. So that the organization, because it was clandestine and constantly under pressure, was of necessity much more sketchy and much less cogent. And of course there was resentment between the two groups, because the people inside Algeria felt that after all they had been doing most of the fighting and that they really had fought the revolution. They had taken the losses, they had shed the blood. Whereas these guys outside there who'd been sitting in their training camps, who had been enjoying the delights of Tunis and of Tangier and had really not the right to occupy the position of prominence which they later assumed. Ces dissensions étaient pain béni pour les officiers de renseignement, comme le capitaine Léger. Effectivement, le FLN bouillonnait de haine, de jalousie. Et d'ailleurs, ils ne se privaient pas de régler leurs comptes entre eux. Même à l'échelon, ce qu'ils disaient national, c'est-à-dire à l'échelon du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui se trouvait à Tunis à l'époque. Bon, il y a eu des gens qui ont été assassinés, sur ordre du GPRA, des gens qui étaient même au sein du GPRA, mais qui peut-être prenaient une importance trop grande au gré de certains de leurs collègues, et ces gens-là ont été assassinés. Bon, ce qui se passait donc au sommet se passait également à la base. Ce qui fait que, naturellement, il nous était relativement facile
d'exploiter toutes ces haines, ces rancunes, simplement par le jeu de la manipulation et le jeu de l'intoxication. Les méthodes des collègues du capitaine Léger pour intoxiquer et manipuler les moudjahidines étaient infinies et payantes. Il y eut plus de nationalistes algériens tués par d'autres nationalistes algériens que par les Français. L'élimination des groupes rivaux avait toujours été la priorité numéro 1 pour le FLN. Malgré les efforts de la direction extérieure du mouvement, ces luttes, souvent tribales, menaient à des massacres dont les Français étalaient complaisamment les preuves devant la presse internationale. Réplique à l'affaire de Saquet. Ces soupçons, ces oppositions entre groupes raciaux furent le point faible du mouvement, même quand il parvenait à en dissimuler les traces. Une fois infiltré, le FLN en Algérie devint une proie facile pour le capitaine Léger. Il ne fallait pas grand-chose pour qu'un maquis en liquide un autre. La haine qui les opposait était souvent plus grande que la haine des Français. Les chefs du FLN sentaient qu'avec le retour de Gaulle, l'initiative était dans le camp français. Pour renverser cette situation, une conférence de presse convoquée au Caire en septembre 1958 annonça la formation d'un gouvernement provisoire dont le premier président fut Ferhat Abbas. Un dur, Belkacem était vice-président. Ceci pour reprendre l'initiative diplomatique. Well, the UN at the time was a major forum for us, and we tried to use it at the maximum. In order to do so, we thought that we should not concentrate in working with our traditional friends and allies, that is practically the Arab world at large, but mostly to try to secure support, help, and understanding from other segments of the international public opinion. And therefore we tried and we succeeded to obtain support, understanding from the Scandinavian countries, from Ireland, which became a very good friend of us, some Latin American countries, Mexico, Venezuela, Argentina, and from the newly independent African countries after 1960. En ce qui concerne les pays socialistes, nous avons eu leur soutien moral et politique de 1954 à 1962. Mais d'aide financière et matérielle, il y en a eu peu. Il y a eu de l'aide aux réfugiés, aide sociale comme soigner des blessés en URSS. Il y a eu, par contre, de la Chine, une aide importante à partir de 1960, 1961. Mais contrairement à ce qui se disait dans la presse française, ce n'était pas l'Union soviétique et les pays communistes qui nous ont aidés. Ils nous ont aidés politiquement et moralement, mais leur aide matérielle, je le dis, n'était pas à la hauteur de ce que nous pouvions espérer. Mais c'était quand même important quand on songe que de l'autre côté, les pays occidentaux aidaient l'armée colonialiste à nous écraser. Il y avait une différence entre ceux qui nous aidaient peu et ceux qui étaient contre nous. Si, en 1959, et sur le front diplomatique, les Français étaient perdants, sur le front militaire, ils l'emportaient de loin. De Gaulle, qui voulait négocier depuis une position de force, avait ordonné la plus grande offensive que le FLN ait jamais subie, mais sans en donner les raisons politiques au général Schall, le nouveau commandant en chef. Il n'avait confié qu'à quelques intimes un autre motif important à cette offensive: éloigner les militaires de la politique. Donnez-leur beaucoup de travail, disait-il, ils penseront moins. La tactique de Schall était simple. On concentrait toutes ses forces dans un secteur, on le nettoyait de tout maquis, puis on passait au secteur suivant. Tout cela grâce principalement aux harkis, ces unités musulmanes de l'armée française.
tirez, là. Comme toujours, il n'était pas question pour les Pieds Noirs de négocier tant qu'on se battait, ni pour le FLN de cesser les combats avant que la négociation ne commence. La quadrature du cercle. La seule différence était que l'homme qui maintenant prenait les décisions ne dépendait plus du lobby algérois. Il était même de plus en plus sourd aux récriminations des Pieds Noirs, à qui il ne pardonnait pas de lui avoir préféré Pétain pendant la guerre. La fin de 1959 vit l'apogée des combats en Algérie. Les pertes du FLN étaient terribles. Beaucoup désertaient. On faisait de plus en plus de prisonniers. Le maquis de l'Intérieur était en plein désarroi. Mais les généraux français commençaient à comprendre que la victoire des armes ne suffirait pas. La victoire militaire en Algérie a été totale, a été absolument totale. C'est une chose que l'on oublie toujours. Les katibas ont été cassés, les petits groupes qui galopaient étaient décimés au fur et à mesure. En tout cas, ils n'avaient plus de prestige et plus de moyens de pression direct sur les villages, même si ces villages demeuraient partisans de l'indépendance. Ce n'était pas une révolte, c'était une révolution que nous vivions en Algérie. Il s'agit, c'est pas pour nous, il ne s'est pas agi en 1954 de débarquer en France, d'écraser l'armée française, forte de centaines de milliers d'hommes, de chars, d'avions, de croiseurs. Non, il s'agissait pas de faire une guerre classique. Nous ne pouvions pas faire une guerre classique contre l'armée française, nous ne l'avons pas. Alors je crois que si on parle de victoire militaire, elle était acquise. Il est difficile de le situer dans les années 59-60. Mais si on parle de victoire de tout court, elle n'était pas acquise. Car dans toutes ces guerres révolutionnaires que M. Khrouchtchev appelle les guerres de libération nationale, la victoire militaire n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est une solution politique, et il n'y en avait pas.